Maintenant qu'on connaît les différents paramètres du bilan lipidique et leur véritable impact sur le risque cardiovasculaire, c'est légitime de se poser la question à partir de quelle concentration de cholestérol LDL le risque de maladie cardiovasculaire augmente. Est-ce que je dois aussi me préoccuper de mes niveaux de triglycérides et du cholestérol HDL? Et surtout, quelles sont les meilleures méthodes appuyées par des données probantes pour abaisser le cholestérol sanguin? Toutes les sociétés savantes à travers le monde ou à peu près s'entendent pour dire que notre cholestérol LDL devrait être le plus bas possible et que le risque de maladie cardiovasculaire est aussi plus faible si nos triglycérides dans le sang sont bas et que notre cholestérol HDL est élevé. C'est le cas, par exemple, des lignes directrices de la Société cardiovasculaire du Canada sur la gestion des dyslipidémies. Les dyslipidémies, ce sont des anomalies dans les concentrations des lipides sanguins. Nous savons maintenant que les personnes qui ont des concentrations de triglycérides faibles et ou des concentrations de cholestérol HDL élevées ont un risque plus faible de développer des maladies cardiovasculaires. Avoir des concentrations de triglycérides faibles et des concentrations de cholestérol HDL élevées, c'est généralement une bonne nouvelle. Mais la relation de causalité entre les triglycérides ou le cholestérol HDL et le risque de maladie cardiovasculaire athérosclérotique est de plus en plus remise en question. Par exemple, j'entends souvent dire qu'un cholestérol HDL élevé pourrait compenser pour un cholestérol LDL élevé. Or, ce n'est pas tout à fait exact. Comme je l'ai mentionné à l'épisode précédent, c'est vrai quand on examine les études de population que le risque associé au cholestérol LDL peut être plus faible chez les personnes qui ont un cholestérol HDL élevé. La plupart d'entre nous avons toutefois des concentrations de cholestérol LDL assez élevées pour initier le processus d'athérosclérose, peu importe nos niveaux de cholestérol HDL ou même de triglycérides sanguins. La relation de cause à effet entre ces deux paramètres et le risque cardiovasculaire est en effet difficile à démontrer. On le sait notamment parce que plusieurs études ont démontré que si on abaisse les triglycérides sanguins ou si on augmente le cholestérol HDL avec des médicaments ou d'autres interventions, on ne diminue pas nécessairement le risque cardiovasculaire. Ainsi, contrairement au cholestérol LDL ou à l'ApoB, pour qui la relation de cause à effet avec le risque de maladie cardiovasculaire est sans équivoque, la relation entre les niveaux de triglycérides ou de cholestérol HDL sanguin et le risque cardiovasculaire n'est pas démontrée. On considère plutôt que si leurs concentrations sont optimales, ces deux paramètres sont des biomarqueurs, donc des témoins d'une bonne santé métabolique. Pour mieux comprendre d'où vient cette notion du bon cholestérol associé au HDL, il faut se tourner vers la région de la Lombardie en Italie. Aux abords du majestueux lac Garda se situe un petit village appelé Limone sul Garda, dont l'activité économique principale est centrée sur la culture des citrons. Les habitants de ce village seraient reconnus pour être protégés des maladies cardiovasculaires et bénéficier d'une longévité exceptionnelle. En 1980, des chercheurs de l'Université de Milan ont suggéré que cette possible longévité exceptionnelle serait due à des mutations génétiques qui influencent les niveaux de cholestérol HDL et la fonction des particules HDL. Ils ont nommé cette mutation génétique ApoA1 Milano. L'apolipoprotéine A1, c'est la principale apolipoprotéine présente sur les particules HDL. Et la mutation était observée dans le gène qui code pour cette apolipoprotéine. Il n'en fallait pas plus pour que l'industrie pharmaceutique développe des dizaines de thérapies qui font augmenter le cholestérol HDL. L'industrie a développé des thérapies qui miment l'effet de la mutation génétique ApoA1 Milano. Ils ont essayé d'infuser des particules HDL à des patients à risque. Ils ont développé des thérapies qui stimulent la production de HDL par le foie et ils ont inhibé des enzymes qui modulent les concentrations de cholestérol HDL dans le sang. Selon certaines estimations, c'est entre 5 et 10 milliards de dollars qui auraient été investis dans cette aventure par différentes compagnies. Aucune de ces thérapies n'a fonctionné. En parallèle, d'immenses études génétiques effectuées chez plusieurs centaines de milliers de participants ont complètement réfuté la théorie mise de l'avant par les chercheurs italiens. La théorie du bon cholestérol s'est en quelque sorte effondrée comme un jeu de cartes en 2014. En contrepartie, les études génétiques sur le sujet ont renforcé l'idée que l'exposition à des concentrations faibles de cholestérol LDL était associée à un faible risque d'événements cardiovasculaires.
Les personnes qui ont des variations génétiques qui les exposent à de faibles concentrations de cholestérol LDL seraient en quelque sorte protégées des maladies cardiovasculaires, renforçant ainsi la relation de causalité entre le cholestérol LDL, l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires. Revenons maintenant aux lignes directrices de la Société cardiovasculaire du Canada sur la gestion des dyslipidémies. La première chose à savoir sur les cibles de cholestérol LDL est qu'elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Des seuils différents sont proposés selon la présence de facteurs de risque cardiovasculaire de chaque individu, comme l'hypertension artérielle, le prédiabète ou des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires. Par exemple, les lignes directrices canadiennes suggèrent que les personnes n'ayant aucun facteur de risque cardiovasculaire devraient quand même se préoccuper d'un taux de cholestérol supérieur ou égal à 5 mmol par litre, tandis que chez les personnes qui présentent déjà des facteurs de risque cardiovasculaire, on va parler de l'importance de réduire le cholestérol LDL à des valeurs inférieures à 3,5 mmol par litre. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi il y a des personnes qui, peu importe leur alimentation, auront des concentrations de cholestérol LDL plus basses que la moyenne. D'autres personnes vont avoir un cholestérol LDL élevé, même si elles suivent à la lettre les recommandations nutritionnelles. Les facteurs génétiques figurent parmi les principaux facteurs qui expliquent cette grande hétérogénéité observée au sein de la population. Mais comme on ne peut pas changer les variations de notre code génétique, on doit se tourner vers des éléments sur lesquels on peut exercer un certain contrôle pour réduire notre cholestérol, par exemple notre alimentation. Il y a plusieurs études qui démontrent que des changements dans notre alimentation peuvent réduire de façon significative notre taux de cholestérol LDL. On a souvent tendance à penser que plus notre alimentation est riche en cholestérol, plus notre cholestérol sanguin est élevé. Or, c'est probablement un mythe. Il existe de nombreux aliments riches en cholestérol qui ont très peu d'effet sur le cholestérol sanguin. Les œufs sont l'exemple le plus connu. En revanche, de nombreuses sources de gras alimentaires qui sont riches en gras saturés augmentent considérablement le taux de cholestérol sanguin. Pensons aux produits d'origine animale comme le beurre, le fromage, la crème et la viande rouge, ou même à certaines huiles tropicales comme l'huile de coco ou l'huile de palme. Une consommation élevée de gras saturés pourrait à la fois augmenter l'absorption du cholestérol dans l'intestin et diminuer la clairance des particules LDL par le foie et ainsi augmenter ses concentrations sanguines. C'est pourquoi il est suggéré de limiter la consommation de ces aliments pour les personnes atteintes de dyslipidémie ou chez celles qui souhaitent abaisser leur taux de cholestérol sanguin. Un des problèmes qui revient souvent avec les recommandations nutritionnelles, c'est qu'on identifie assez facilement les aliments à éviter, mais on ne dit pas nécessairement par quoi les remplacer. Les lignes directrices de la Société cardiovasculaire du Canada sur la gestion des dyslipidémies recommandent d'adopter un profil alimentaire qui s'apparente à la diète méditerranéenne ou suggèrent d'adopter les recommandations du Guide alimentaire canadien. Il faut cependant savoir qu'il y a une approche alimentaire conçue au Canada spécifiquement adaptée pour les patients atteints de dyslipidémie ou qui veulent abaisser leur cholestérol sanguin. C'est l'approche Portfolio. Celle-ci propose une variété d'aliments d'origine végétale. L'alimentation de type Portfolio propose un apport élevé en noix, comme des amandes, des arachides, noix de Grenoble, pistaches ou beurre de noix, en protéines végétales comme des pois chiches, des lentilles ou le tempeh, les haricots, le tofu, le soya et beaucoup plus. L'approche Portfolio recommande aussi un apport élevé en fibres solubles. Celles-ci sont contenues dans les fruits et légumes, mais aussi dans les produits à grains entiers, comme les céréales au son d'avoine, l'orge, le gruyot ou le psyllium, et des produits enrichis en phytostérols. Cette approche nutritionnelle a été conçue spécifiquement pour diminuer l'absorption intestinale du cholestérol alimentaire et, conséquemment, les concentrations de cholestérol LDL sanguine. Dans la plus récente étude qui a été effectuée chez plus de 300 Canadiens atteints de dyslipidémie, l'adoption de l'approche Portfolio a mené à des réductions moyennes du cholestérol LDL d'environ 15 %. Les chercheurs ont aussi rapporté que plus les taux d'adhésion des participants à l'approche Portfolio étaient élevés, plus la baisse du cholestérol LDL était importante. Pour plusieurs personnes, le régime Portfolio peut être difficile à adopter, car il nécessite des modifications importantes à leur alimentation à long terme et aussi d'investir beaucoup plus de temps en cuisine. Pour d'autres personnes ayant des concentrations de lipides sanguins très élevées,
La réduction du cholestérol LDL offerte par l'approche portfolio n'est tout simplement pas suffisante pour réduire leur cholestérol LDL à des seuils permettant de réduire leur risque de maladie cardiovasculaire. Pour les personnes dont le risque cardiovasculaire est élevé, par exemple les personnes ayant un niveau de cholestérol LDL supérieur à 5 mmol par litre ou les personnes atteintes du diabète de type 2, de maladies rénales chroniques ou de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques, peu importe leur alimentation, les lignes directrices de la Société cardiovasculaire du Canada sur la gestion des dyslipidémies recommandent la pharmacothérapie avec des médicaments qu'on appelle des statines pour la diminution du risque cardiovasculaire. Les statines sont une classe de médicaments utilisés dans le monde entier depuis la fin des années 80. Ce sont des médicaments qui sont maintenant génériques. Ils ne coûtent que quelques dollars par mois et ont une efficacité et un profil de sécurité très bien documentés. Les statines agissent en bloquant une enzyme qui est présente dans le foie appelée HMG-CoA réductase. La HMG-CoA réductase est une enzyme clé dans le processus de synthèse de cholestérol dans le foie. En bloquant la production de cholestérol, on augmente la clairance des particules LDL dans la circulation sanguine. C'est-à-dire qu'on fait sortir les particules LDL de la circulation sanguine. Par conséquent, moins de particules LDL sont susceptibles de pénétrer dans les parois de nos artères. Il y a eu des dizaines d'études qui ont documenté la baisse du cholestérol LDL sanguin avec les statines. Ces études ont révélé qu'il existe une importante variabilité interindividuelle quant à la réponse au traitement et que les réductions de cholestérol LDL s'échelonnent généralement entre 25 et 60 %. Malheureusement, dans la plupart des pays industrialisés, dont le Canada et la France, c'est au mieux la moitié des personnes à très haut risque cardiovasculaire qui rapportent utiliser ces médicaments qui ciblent le cholestérol LDL. Il y a beaucoup de désinformation sur le web concernant le véritable rôle de ces médicaments en prévention des maladies cardiovasculaires. Des études européennes ont également rapporté que les campagnes de désinformation sur le cholestérol et les statines étaient liées à une diminution de l'adhésion aux statines et à une augmentation des cas de maladies cardiovasculaires à l'échelle de la population. Alors j'espère que ces 2 derniers épisodes vous auront permis de mieux comprendre les détails du bilan lipidique. Ces épisodes portaient sur le cholestérol et le bilan lipidique. Ce sont des éléments centraux de la prévention cardiovasculaire. Et même si j'adore parler de lipides, je suis le premier à dire que le bilan lipidique ne dit pas tout ce qu'il faut savoir pour diminuer notre risque de maladie cardiovasculaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont développé des maladies cardiovasculaires avec des valeurs de cholestérol dans les cibles et il y a des gens qui n'auront jamais d'infarctus du myocarde ou d'AVC, même si leur bilan lipidique indique des valeurs de cholestérol LDL supérieures à la normale. Ça prend du cholestérol pour initier les maladies cardiovasculaires. Mais les maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies multifactorielles et complexes. Les habitudes de vie y contribuent aussi de façon importante. Et c'est pour ça, à mon avis, que c'est important de démystifier à la fois le rôle de l'alimentation et de certains médicaments dans la prévention des maladies cardiovasculaires. En terminant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à partager notre contenu et à nous transmettre vos questions et commentaires dans les sections appropriées sous les capsules de la chaîne.